faut comprendre que la violence à l'égard des femmes et des filles est fortement liée à la culture du patriarcat, qui continue de régner, il faut le dire. C'est une culture qui a la vie dure et qui, bien sûr, elle est pratiquée par les hommes et elle est acceptée comme une norme par les femmes. Ça se transmet en fait de parents à enfants. Ça se transmet de parents à enfants et c'est un combat qui va prendre un peu de temps parce qu'il faut vraiment déconstruire les mentalités pour pouvoir les reconstruire. Et les déconstruire va demander une collaboration avec un certain nombre de personnes qui sont des leviers dans nos communautés. Je pense aux leaders leaders d'opinion de façon générale, aux leaders religieux, aux leaders traditionnels et à tous ceux qui sont attachés à notre culture. Alors, ça continue, ça donne, on a l'impression qu'il y a une recrudescence, qu'il y a une augmentation, alors qu'en réalité, c'est parce que la parole s'est libérée, que les réseaux sociaux relaient maintenant de façon systématique les violences qui sont découvertes, qui sont constatées, que quand la parole s'est libérée, à force de faire de la sensibilisation et autres, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui dénoncent et il y a aussi de plus en plus de femmes qui se plaignent. Mais c'est un combat que nous allons gagner avec des armes, des outils, je vais dire, parce que ce n'est pas une guerre non plus, mais avec des outils qui seront réaménagés, des outils qui seront revus en raison de l'actualité, en raison du développement des moyens de communication et aussi en raison de ce que, par le passé, on n'a peut-être pas suffisamment exhumé de notre culture, justement, pour parler aux personnes qui sont attachées à notre culture. On n'a pas suffisamment exhumé de nos cultures, de nos valeurs endogènes, etc., tous les ingrédients qui sont susceptibles de nous aider à accompagner la prévention contre les violences faites aux femmes. Donc, il y a aussi ce travail à faire qui va certainement changer, on va dire, l'environnement et l'approche de la sensibilisation. Les outils dont dispose l'Institut national de la femme, c'est les outils de la sensibilisation, les outils de l'information. Aujourd'hui, nous sommes bien organisés en différents pôles et on a un pôle communication et sensibilisation qui va donc procéder au réaménagement dont je vous ai parlé, en s'appuyant également, en promouvant les droits des femmes avec ce que nous avons de valeurs de culture béninoise également, en vulgarisant les lois. Donc l'autre outil que nous avons, c'est la loi. Nous avons des lois de plus en plus spécifiques, nous avons des lois de plus en plus répressives. Et dans ce domaine, la répression joue un rôle très important. Parce que la répression contribue à la non-récidive et ça contribue aussi au découragement de ceux qui auraient des velléités pour continuer d'exercer de la violence. Nous avons aussi une approche qui nous rapproche de la cellule familiale, puisque nous avons un service d'écoute. Et que, sauf dans les cas de violence qui ne permettent même pas, si je prends le viol, si je prends un certain nombre de violences physiques et autres, un niveau de violence psychologique vraiment très élevé. À part ces cas-là, dans les cas, par exemple, nous avons des refus de payer la pension alimentaire, des questions qui tournent autour d'une certaine forme de violence, mais pour laquelle il n'est pas inutile d'inviter l'auteur de la violence pour une discussion et surtout pour qu'il remette les choses très vite en ordre, faute de quoi on va devoir aller en justice. Ces occasions-là, où on a des couples ici, au service d'écoute de l'Institut national de la femme, permettent de faire de la prévention rapprochée, si je puis ainsi dire, d'expliquer
que la violence, même conjugale, est interdite par la loi et de dire quelles sont les sanctions qui sont prévues par la loi afin que les gens comprennent, mais également de faciliter la communication au sein des couples et d'amener les auteurs de violence à réparer, à cesser la violence et à réparer. Si c'est une pension alimentaire à payer, qu'ils la payent. Et si c'est des soins à apporter aux enfants, qu'ils apportent leur contribution pour que les enfants soient soignés, etc. On a également l'outil de la présence que nous préparons sur le terrain de l'Institut national de la femme dans les administrations, dans les lieux comme les marchés, les parcs automobiles et autres, où il y a, surtout en fin de journée, une activité sexuelle dans les alentours qui intègre ou qui implique de la violence à l'égard des jeunes filles. La présence de l'Institut national de la femme au niveau arrondissement, au niveau commune, au niveau départemental, et donc avec des relais qui vont être des observateurs, des dénonciateurs et également des personnes qui vont intervenir dans la prévention. Donc, nous ne manquons pas d'outils. Nous avons comme le dernier outil, si je puis ainsi dire, c'est celui que nous utilisons pour que la loi soit appliquée. C'est le pouvoir qui nous a été donné de tester en justice, donc de pouvoir accompagner les victimes devant les juridictions et même de pouvoir nous autosaisir dans les nombreux cas qui sont signalés sur les réseaux sociaux pour lesquels peut-être il n'y a pas encore eu de plainte, de ne pas attendre qu'une plainte soit déposée avant de se saisir de ces cas-là. Donc, nous ne manquons pas d'outils. Nous avons un pôle juridique qui donc met en œuvre ce pouvoir qui nous est donné d'ester en justice, que nous avons commencé à exercer dès les premiers jours de notre nomination, donc depuis septembre 2021. Nous avons le pôle communication et sensibilisation qui va vraiment activer la partie prévention de la violence à l'égard de la femme pendant que le pôle juridique est sur la partie action ou répression. Nous avons le pôle assistance aux victimes. C'est vraiment le pôle central. C'est la porte d'entrée qui reçoit les plaintes, qui oriente, qui conseille et qui aide les victimes à prendre une décision éclairée, de poursuivre en justice, de ne pas poursuivre, qui nous permet de savoir qu'est-ce que nous pouvons gérer au niveau du siège, qu'est-ce qui doit aller à la criette, qu'est-ce qui doit aller devant les juridictions, et qui permet aussi d'engager l'assistance juridique et judiciaire gratuite qui est offerte aux victimes. Je tiens à le souligner. Elle est gratuite pour la victime qui vient de Tukuntuna, de Kandi, de Dassazoumé, de Pobé, comme elle est gratuite pour celle qui est à Cotonou, celle qui est à Porto-Novo, dès lors que, surtout en matière d'assistance judiciaire, la vulnérabilité économique de la victime est établie. Pendant que l'assistance juridique, elle peut être gratuite, oui, de toute façon, elle est gratuite parce qu'elle ne va pas jusqu'au judiciaire. Donc, toute femme qui dépose plainte et qui a besoin de conseils juridiques, qui a besoin d'être orientée, bénéficie de cela gratuitement. Donc, nous sommes désormais bien organisés. Au niveau du pôle assistance aux victimes, il y a le service d'écoute. Et vous imaginez bien que lorsque nos branches, nos points focaux vont être établis aux 3 niveaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, arrondissement, commune, département, on pourra vraiment dire que le mécanisme de prise en charge des victimes de VBG à l'Institut national de la femme est vraiment totalement opérationnel. S'il y a déjà quelque chose qui est entièrement opérationnel depuis septembre 2021, c'est bien le numéro d'alerte WhatsApp de l'Institut national de la femme qui est le 51 07 88 88. Et je précise que c'est un numéro WhatsApp sur lequel donc on peut envoyer une plainte, on peut écrire, on peut envoyer une plainte par voie d'audio, on peut le dire en fond, on peut le dire en mina, on peut le dire dans nos langues, comme on peut le dire en français. On peut envoyer des pièces à conviction, des photos qui montrent
des blessures, etc., des convocations devant les juridictions. Et l'autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est aussi la confidentialité. Les personnes qui dénoncent et qui disent « je voudrais le faire dans la confidentialité », voient respecter leur souhait de voir la confidentialité assurée. S'il y a des étudiantes qui veulent porter plainte pour harcèlement sexuel contre des enseignants, elles doivent savoir que la confidentialité leur est également garantie. Leurs noms ne sortiront pas et donc elles peuvent vraiment sans hésiter, sans peur, nous saisir. Et ça, c'est vraiment ouvert à tout le monde, quelle que soit votre origine, quel que soit le milieu d'où vous venez, que vous soyez un professionnel, etc. Vous pouvez nous saisir. Même si vous avez un employeur qui vous harcèle, vous pouvez nous saisir. La voie est ouverte, donc nous sommes bien organisés. Je pourrais dire que chaque dossier qui vient à l'Institut national de la femme a vraiment sa particularité. Pour la simple raison qu'il n'y a pas une violence qui soit plus faible, plus petite, de moindre degré qu'une autre. Mais je voudrais évoquer ici peut-être un cas que nous avons eu récemment, qui est celui d'une femme qui était à la rue, donc qui est venue ici alors qu'elle était à la rue, enceinte, presque à terme, accompagnée de 4 enfants en très bas âge, entre 13 et 3 ans. Il faut imaginer cela. En termes de besoins, bien que quand elle est venue ici, nous avons compris qu'elle a été abandonnée par son époux, c'est là où on voit le côté holistique en fait, de la prise en charge des victimes. L'assistance juridique et judiciaire ont été, on va dire, reportés, si je puis ainsi dire, pour permettre de répondre à des besoins immédiats, celui d'une visite gynécologique pour vérifier l'âge de la grossesse, etc., celui du placement des enfants qui accompagnaient la dame et celui aussi de son propre placement. Voilà un dossier qui donne le visage classique d'une prise en charge de victimes économiquement faibles, puisque cette dame n'a pas de travail, elle n'a pas de revenus, elle n'a pas de domicile parce que chassée de son domicile avec son époux pour n'avoir pas pu payer de loyer, elle n'a pas de parents, elle n'a plus de papa ni de maman et elle n'arrive pas à nous indiquer vraiment qui sont les autres parents que nous pouvons toucher. Donc, nous avons dû la loger, la faire loger dans un des rares centres d'accueil et d'hébergement de victimes de violences basées sur le genre. Et 2 jours après, elle a accouché. Et donc, maintenant qu'un certain nombre de choses sont établies, nous sommes dans la phase où nous revenons à l'assistance juridique et judiciaire, mais qui est rendue extrêmement difficile par le fait que nous n'avons aucune trace du mari. Son téléphone répond absent aux abonnés, donc pas de nouvelles, pas de parents connus, voilà. Et donc pour enclencher l'assistance juridique et judiciaire, il faut qu'on retrouve absolument ce papa-là avant de pouvoir maintenant traiter le dossier au plan juridique et judiciaire. Donc on a souvent des situations comme ça, on a, comment dirais-je, le visage de la violence à l'égard de la femme, c'est un visage qui a des facettes juridiques, judiciaires, en cas de nécessité absolue, sociologique, sociale, économique, etc. Et c'est très complexe. Et cette complexité, pour la résoudre, nous la faisons en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour les volets liés au social, liés aussi, liés au psychosocial, recours aux psychologues pour accompagner les victimes et recours aux médecins pour accompagner toujours les victimes. Donc, comme vous le constatez, c'est un service public extrêmement délicat, nécessaire, parce que des femmes comme celles dont je vous ai parlé, elles sont légion. Je voudrais dire que notre vraie culture béninoise est celle qui appelle la femme en fond Tombonou Weti. La femme qui est Tombonou Weti
ne peut pas devenir un ballon de punching ou un punching ball entre les mains de celui dont nous avons l'habitude d'entendre dire d'elle qu'elle est quelqu'un qui, quand elle sort, fait que le soleil s'éteint. Nous devons nous souvenir de cela et nous dire que la violence à l'égard de la femme et de la fille, la lutte contre la violence à l'égard de la femme et de la fille va au-delà d'une question des droits humains. Elle va vers une question de justice, une question d'équité, une question d'égalité de droits et d'égalité de traitement, d'égalité d'opportunités. Et va jusque dans les méandres de l'économie, puisque c'est une stratégie de développement. Nous disons tous les jours que nous voulons un développement durable et véritablement inclusif. Si nous savons que plus de la moitié de la population béninoise est féminine, et si nous savons qu'il y a au moins 70% de femmes qui sont actives, rien que dans le secteur de l'agriculture, mais qui ne sont pas propriétaires, mais qui ne sont que des ouvrières, qui ne sont pour la plupart du temps qu'au service de communautés, de groupements d'hommes. Si nous savons que sans éducation, nos familles sont en danger, que l'éducation de la fille permet la santé, permet que l'éducation continue au sein familial, permet que les soins de santé et autres soient couverts, etc., nous comprendrons que ce combat n'est pas un combat des femmes contre les hommes. Loin de là. C'est le combat de notre société, c'est le combat de nos communautés, c'est le combat de nos familles. Et cela nous permettra de nous mettre ensemble, de nous mobiliser au plan national et d'avoir une implication des hommes, d'avoir des hommes motivés pour que cette égalité de droits, cette égalité de traitement, cette égalité d'opportunités devienne une réalité. C'est donc à toute la nation béninoise que je m'adresse en demandant que nous comprenions l'enjeu de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, l'enjeu du développement du leadership féminin au service du développement de notre nation. Ce combat est un combat de longue haleine, mais si chacun y met du sien, il y a des batailles que nous gagnerons plus vite. Il y a un capital humain à qui nous allons permettre de se déployer pour le bien de notre pays. Il y a des familles entières, des générations entières d'enfants qui connaîtront des lendemains meilleurs parce que, ayant vécu, ayant été éduqués dans un environnement où leurs mamans, leurs sœurs sont traitées de façon équitable comparée à eux. C'est ce que je demande pour notre pays.